Tu nettoies les bonnettes ou? Je préfère ne pas répondre à cette question. Non, ne réponds pas. Je sens des choses ici. Je sens des choses. Surtout que ça, tu tiens une des plus anciennes. Je trouve pas. Excellent son. Lèche-moi la bonnette. Okay. Je la garde en intro, je te préviens. Vas-y, cale-la, lèche-moi la bonnette. Sois gentil, dis merci, fais un bisou, reçoit cette semaine Léa Frédeval. Elle n'a pas 30 ans qu'elle est déjà autrice et réalisatrice. Tiré de son premier livre, Les Affamés, son premier film sort le 27 juin au cinéma avec Louane à l'affiche. Et Mademoiselle est très fière d'en être partenaire. Je précise que ce podcast n'est pas sponsorisé, mais que ma boîte mail est ouverte aux propositions de partenariat si un annonceur mécène m'entend. Si j'ai voulu inviter Léa Frédeval à me parler de son parcours, c'est parce qu'elle a une voix qui mérite d'être entendue. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi à Sois gentil, dis merci, fais un bisou sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci beaucoup et bonne écoute. Est-ce que je prononce bien ton nom? Léa Frédeval. Tout à fait. Je suis tellement contente de te recevoir. C'est trop cool. Léa, tu es l'auteur du livre Les Affamés que tu as adapté en film. Oui. Tu es la réalisatrice du film qui va sortir le 27 juin. Le 27 juin. Et donc, Mademoiselle est fière d'être partenaire. Toujours fière d'être partenaire des projets qui sont montés, réalisés, faits par des jeunes femmes de talent, comme toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. La première question que je pose toujours à mes invités, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans? Oula, 7 ans. 7 ans, j'étais fan de Spice Girls. 7 ans, je faisais déjà de la danse depuis mes 3 ans. 7 ans, j'étais un peu chiante. Pour être très honnête, j'étais un peu très autoritaire. J'étais très autoritaire. 7 ans, oh mon Dieu, 7 ans. 7 ans, je suis à 1 an de l'explosion familiale, donc tout va bien, en gros. En vrai, tout va bien, mes parents sont ensemble. J'ai eu la chance d'avoir été éduquée comme un adulte. Enfin, une chance et malchance, ça dépend des jours. Ça veut dire que j'ai toujours eu une place d'adulte. C'est-à-dire que quand je me mettais à parler, que ce soit à 2, 3, 4 ans, tout le monde s'arrêtait, enfin mes parents s'arrêtaient et je pouvais parler. Ou on me demandait d'attendre que les phrases des autres se finissent pour que je puisse m'exprimer. Mais en tout cas, j'ai jamais été à la table des enfants, j'ai jamais été... comme mes parents sont dans le milieu artistique, ma mère est comédienne de théâtre, donc ils bougent beaucoup, ils sont, voilà, leur métier, leur première passion et leur unique passion. Donc j'ai beaucoup été dans des théâtres, toute petite, dans des loges, à attendre que les répètes se finissent, parce qu'on pouvait pas toujours payer des babysitters. Donc voilà, j'ai toujours été très seule, mais très, très autonome. J'ai été autonomisée très tôt. C'était très important pour mes parents de m'autonomiser. Donc 7 ans... 7 ans, c'est encore à peu près cool parce que voilà, mes parents sont ensemble. Mes parents se disputaient pas du tout, donc je voyais pas... il n'y avait pas d'ombre au tableau. Je faisais de la danse, j'adorais ça, j'avais des copines, voilà. Pas de frères et sœurs? Non, enfin pas encore. Et alors, ils sont arrivés après. Ça veut dire quoi, autonomiser? Tu disais mes parents avaient autonomisé, ça veut dire quoi? Comme ils ont fait l'inverse de l'infantilisation. C'est-à-dire que dès que j'ai été en âge, j'ai appris à faire des courses, j'ai appris à nettoyer, enfin à vivre, à ranger, à être toute seule. J'ai appris tôt à être toute seule, dès que Et ça te mettait pas en décalage par rapport aux autres enfants ou même aux autres adultes? En fait, j'étais déjà un peu en décalage du fait justement d'avoir des parents dans le milieu artistique. J'ai grandi dans le 18e arrondissement, pas côté Abbesse, pas côté Montmartre. Et donc déjà, c'est là où j'ai compris déjà que j'avais un privilège. C'est que moi, j'allais tout le temps au théâtre parce que ma mère était comédienne et j'étais un peu la seule à aller au théâtre. Donc c'est là où j'ai commencé déjà à comprendre qu'il y avait une petite différence. Pour moi, c'était hyper normal d'aller au théâtre, alors qu'en fait, c'est pas normal d'aller au théâtre si jeune. La manière dont je m'exprimais aussi me mettait en décalage, mais j'avais pas conscience à ce moment-là de ce que ça pouvait faire. Pour moi, c'était normal. Et donc l'autonomisation,
Non, à ce moment-là, j'avais pas conscience du tout. C'était comme ça. Mes parents partaient, au lieu de bosser de 8h à 19h comme les parents de mes copines, ma mère partait en tournée pendant plusieurs semaines. Donc j'étais habituée à aller à l'école toute seule, à rentrer, à faire mes devoirs, à faire à manger, à aller me coucher, mettre mon pyjama, me brosser les dents. Enfin, il y avait une espèce de truc comme ça. Et puis, comme je suis fille unique, j'ai jamais regardé autour de moi en attendant qu'un frère ou qu'une sœur m'aide ou m'accompagne ou quoi, donc ça a toujours été un truc mais j'avais qu'une envie, c'était d'être grande. Ça, c'était quelque chose, je m'ennuyais beaucoup, je réclamais beaucoup qu'on me fasse des petits frères et des petites sœurs, ce qui est arrivé plus tard mais dans une autre conjoncture familiale. Donc non, à ce moment-là, 7 ans c'est je pense la dernière année d'insouciance pour moi dont je me rappelle. Après, tout est un peu parti en cacahuète, mais 7 ans, c'est encore sympa. Effectivement, on va y revenir, mais Les Affamés, le livre que tu as écrit, c'est un portrait de la jeunesse qui galère. Et le contraste est marquant entre le portrait que tu fais de cette jeunesse en difficulté, de l'impossibilité de s'installer, de se faire exploiter par environ tout le monde, avec la dernière année d'insouciance que tu viens de dépeindre. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'on passe un peu ensemble les différentes étapes de ta vie et qu'on raccroche un peu en permanence avec à quel moment ça part en couille. Tout était tellement bien. Moi, je peux te faire le même portrait. À 7 ans, c'était pareil, l'insouciance, la bonne élève, tout va bien sous le soleil. Et je crois que j'avais gardé de cette époque un optimisme à toute épreuve où, peu importe les galères ensuite, il y avait toujours un peu ce côté de ça va aller. Et au bout d'un moment, tu fais ça commence à devenir méthode Coué, tu vois, de te répéter que ça va aller alors qu'il n'y a plus grand chose qui va. Alors pourquoi c'était la dernière année d'insouciance pour toi ? Avant même d'être un individu, à ce moment-là, t'es juste un enfant, tu fais partie d'une famille. Donc là où ça a été la dernière année d'insouciance, c'est dans le sens où ça ressemblait, en fait, à 7 ans, ça ressemblait encore à ce qu'on m'avait toujours dit sur la famille. Donc il y a quelque chose de très unitaire, très beau pour Dieu, tu vois, un couple, alors que ce soit un papa ou une maman, 2 papas, 2 mamans, en tout cas 3 personnes, un papa, une maman, 2 entités adultes et un enfant. À ce moment-là, c'était encore ça. Après, ça s'est corsé et encore, c'est pas très grave ce qui m'est arrivé, mais là où ça s'est corsé, c'est que mes parents sont séparés et que chacun a refait sa vie de son côté. À ce moment-là, j'avais plutôt l'impression que... Enfin, j'ai toujours l'impression, d'ailleurs, on en a parlé depuis, c'est réglé, mais qu'ils ont fait leur vie de leur côté en oubliant la vie qu'ils avaient eue ensemble, et donc la résultante de cette vie, moi. Voilà, chacun a comme une espèce de renaissance en voulant mettre de côté ce qui s'était passé avant. Donc voilà, il y a un petit sentiment d'oubli, mais voilà, ma mère a refait sa vie, mon père aussi, et puis plus ou moins proche géographiquement. Mais donc voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où chacun a refait sa vie et que moi et puis j'étais fille unique, il y a ce truc de dire on y va quoi. De toute façon, tout le monde est parti sur une autre planète, donc autant je vais continuer sur la mienne. Tant que faire se peut. Je suis partie à 17 ans de chez mon père. Donc j'ai vécu avec mon père après la séparation. Enfin, j'ai vécu 1 semaine sur 2 jusqu'à ce que ma mère déménage en province. Donc j'ai principalement grandi avec mon père. Puis à 17 ans, je suis partie. Donc en fait, moi j'ai commencé à bosser à partir de 15 ans et demi, ouais, je sais, c'est illégal, donc 16 ans officiellement, et puis j'étais dans un lycée privé, et c'est vrai que fallait le payer, donc voilà, tout le monde était un peu sur le coup, et puis à partir de 17 ans, en fait, à partir du moment où il y a un loyer, clairement un loyer à Paris, ça devient le nerf de la guerre. Ça devient obligatoire. C'est-à-dire que la liberté a un prix et le prix est élevé. Donc, la liberté. Je sais pas si c'est la liberté, en tout cas, il fallait que je parte. Je regrette pas du tout cette décision. C'était très bien que je m'en aille. Et je ne développerai pas pourquoi, mais en tout cas, je suis partie. Et voilà, et c'est vrai que j'étais la seule. Je connaissais personne autour de moi qui vivait toute seule ou tout seul à cet âge-là. Et donc,
Et ben donc jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans là, ça y est, ça fait 10 ans que je suis chez moi. Et là, faut payer le loyer, donc, et puis il faut continuer d'être en cours, et puis il faut faire les stages parce qu'ils sont obligatoires pour obtenir une licence, etc. T'étais encore au lycée quand t'es partie de chez ton père ? Je venais d'avoir mon bac. D'accord. Je suis partie, j'ai eu mon bac en juin-juillet, et je suis partie en septembre. Et tu faisais quoi comme études ? Alors, après le bac, j'ai été à la prépa officielle des Beaux-Arts, qui est une prépa méconnue, que j'invite tout le monde tous ceux qui veulent faire de l'art, mais qui sont pas pris dans des écoles de ouf, à faire la prépa des Beaux-Arts, qui s'appelle l'école de la Glacière, qui est une super école, qui est donc vraiment la prépa officielle, qui est vraiment pas du tout, on n'en entend jamais parler, qui est pas cher, qui est genre, je crois que c'est genre 400 € l'année, un truc comme ça, c'est comme le prix d'une fac. Donc c'est un concours. Donc j'ai été prise, je ne sais même pas comment, tellement j'y croyais pas du tout. Moi, je suis allée là parce que après les résultats du bac, j'ai regardé là où j'avais les meilleures notes et je me suis dit je vais faire là où j'ai les meilleures notes. J'étais en triple option art plastique en terminale et donc je suis rentrée en prépa aux Beaux-Arts. Ils m'ont collé en récit en images. Donc tout le monde dessinait dans mon atelier, on était je sais pas une dizaine, tout le monde dessinait, moi je dessine comme une branque et je me suis mis à dessiner, puis au bout de 3 jours mon prof s'est mis au-dessus de mon épaule, il me dit qu'est-ce que tu fais ? Je dis je fais comme les autres, il me dit arrête tout de suite, c'est super chum, il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire. Et moi je savais pas, donc j'ai pris mon MacBook blanc de l'époque, je me suis enfermée dans les chiottes, je me suis foutue à poil, je me suis peinte le corps et je me suis filmée. Et ça en sont suivis, je dirais une dizaine de, je sais pas si on appelle ça des clips, des courts-métrages, enfin en tout cas pas grand-chose, enfin juste une webcam ou vite fait une caméra avec le Lumix, j'avais un Lumix à l'époque, tu sais quand tu dis à l'époque c'est que t'es déjà foutu en fait. Et je me filmais moi, je faisais des petits trucs comme ça et je savais pas du tout sur quoi je bossais. Enfin j'avais pas de thématique, je le montais et après une fois un moment du montage tu dis bon ça y est c'est fini, tu sais pas pourquoi mais tu te dis ça y est c'est fini, tu regardes le truc et tu fais wow, en fait c'est ça que mon cerveau a voulu me raconter. Donc à la fin de l'année je voulais pas rentrer aux Beaux-Arts parce que je voulais pas devenir artiste comme mes parents, c'est hors de question. J'ai été traumatisée par l'aspect économique du métier depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire que j'ai trop été impactée par le manque, en tout cas, et l'instabilité économique du métier d'artiste. Je voulais pas ça. Moi, je voulais. Tu voulais ce qu'on appelle vulgairement un vrai travail, c'est-à-dire. En tout cas, je voulais. Comment dire ? Je voulais partir en vacances avec mes enfants. Je voulais pas que mes enfants aient à choisir entre les lunettes et les semelles orthopédiques. Je voulais de la stabilité. Et pour moi, à ce moment-là, la stabilité passait par la stabilité financière. Donc j'ai fui le truc. Et donc au moment où tous mes collègues des Beaux-Arts, de la prépa, passaient les concours pour les Beaux-Arts, moi je passe pas. Et donc là je me dis, je sais toujours pas quoi faire, mais il faut bien que je fasse un truc. Donc je me demande où est-ce que je me nourrirais le plus ? Dans quel département de fac ? Dans quelle catégorie de la fac j'aurais le plus d'aliments ? Quel débouché paye ? Non. Non. Je parlais vraiment, à ce moment-là, je cherchais ce que je voulais faire de ma vie. À ce moment-là, c'était pas, c'était pas quel métier. C'était, je sais toujours pas ce que je veux faire, donc pour pas ne rien faire, il faut que j'apprenne plein de trucs. Au moins, ça pourrait peut-être m'ouvrir quelque chose. Donc, je rentre en éco, droits sociaux. D'accord, mais à ce moment-là, t'es pas en recherche du métier qui va payer ton loyer, t'es toujours en recherche de ce que je vais faire de ma vie, avec la contrainte de j'ai envie de manger. Il faut qu'à la fin ça paye. Voilà. Okay, j'ai compris. Donc on est dans un truc un peu flou, hein. J'ai 19 ans. Moi j'ai 19, même pas. J'ai 19 ans. Donc je rentre en éco-droits sociaux à Tolbiac. Donc c'est l'université qui a été construite et architecturée pour qu'on n'ait pas envie d'y rentrer. Hein. C'est quand même le principe de cette fac. C'est la tour, n'est-ce pas ? Mais tu sais que c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que cette fac a été construite en 70, donc 2 ans après mai 68. Et en fait, ils ont été tellement traumates par les événements de mai 68 qu'ils ont fabriqué une université dans laquelle tu n'as pas envie de te rassembler. Et donc tout est fait
urbanistiquement parlant, je ne sais même pas si ça se dit, pour que tu n'aies pas envie de te regrouper et d'avoir des AG et des échanges, etc. Et quand effectivement tu arrives devant Tolbiac, tu as des cailloux partout par terre, donc tu peux même pas t'asseoir par terre parce que ça te fait mal au cul. Tout est fait pour que tu n'aies pas envie. Donc, en fait, mais au-delà de pas avoir envie de se rassembler, tu n'as juste pas envie d'y rentrer, donc pas envie d'étudier, pas envie d'apprendre. Alors, j'ai pas lu L'Art de la guerre, mais je trouve que construire une tour, c'est quand même pas le meilleur moyen de t'assurer que... c'est surtout qu'il y a que 3 ascenseurs. C'est trop 3 ascenseurs, je sais pas combien d'étudiants il y a, mais c'est un enfer. Donc, j'arrive à Tolbiac, je fais de l'éco-droit sociaux. Au bout de 8 mois, je sais pas ce qui me prend un jour, je regarde, je crois que c'est sur l'étudiant ou un truc comme ça, je regarde... c'est quoi les débouchés en éco-droits sociaux, et je suis en train de réaliser que je deviens DRH. Et là, je défaille complet. Je me dis, mon Dieu, non. Donc, je repars. Donc, je finis mon année. Et à ce moment-là, je voulais rentrer en médiation culturelle. Plus de place à Sancier-d'Aubenton. Et ils me mettent en information et communication à Saint-Denis, Université Paris 8. Et je rentre là-bas. Je fais 2 ans. Et là, je sais plus si c'est à partir de la première ou de la deuxième année, tu as la possibilité de te spécialiser. Et je me spécialise en médiatisation, en spécialisation de médias, en gros. Donc, je suis formée à devenir JRI. Donc, journaliste, reporter, image. Tout à fait. Sauf que je vois une caméra en 3 ans. Puis une caméra d'il y a longtemps, une vieille caméra. Donc, mais là-bas, j'apprends. Franchement, c'est 3 super années. Même si la meilleure restera cette année aux Beaux-Arts, mais j'apprends comment fonctionne le monde en fait. J'ai des cours d'analyse du discours médiatique. J'ai des cours vraiment qui m'enrichissent tellement, qui m'apprennent à me positionner aussi. Il y a un truc de positionnement qui se passe vraiment, parce que les profs sont très clairs quand on arrive là-bas. Ils te disent on va vous apprendre à manipuler, donc à comprendre comment vous êtes manipulé. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que voilà, j'ai appris à regarder autrement le monde, les médias, les journalistes, et le rapport entre les politiques et les journalistes, le rapport entre le peuple, enfin en tout cas les Français et les médias. Donc hyper intéressant. Et voilà. Et je suis licenciée de ça. Licenciée, pas licenciée d'ailleurs, licenciée. Pendant toute cette période, tu as fait pas mal de stages, si j'ai bien lu, donc le livre qui est quand même inspiré beaucoup de ta vie. Avant qu'on revienne un peu sur ton parcours, qu'on revienne en arrière dans le temps, j'ai envie de dire, ça m'intéresse. Si tu devais faire le bilan de ces stages, si tu fais une colonne de positif et négatif, ça donne quoi ? J'arrive pas trop à dissocier les stages des petits boulots, en fait. Parce que pour moi, ça a été un amas d'activités, on va dire, et de rencontres, et de rôles à endosser. Donc c'est plus une période de ma vie que tel ou tel stage. En plus, les stages sont très différents les uns des autres. J'en ai où j'ai été uniquement exploitée et où je tenais en me disant je rencontre des gens. Et d'ailleurs Alex Vizorek qui est dans le film, je l'ai rencontré pendant un de mes stages il y a 7 ans, putain Alex, et où j'étais la sous-fifre et heureusement qu'Alex et les autres que j'ai rencontrés là-bas me respectent, m'ont respecté à la base et me respectent encore, mais en fait j'essayais toujours de trouver dans les stages que je faisais et dans les petits boulots, les deux, une utilité, une seule, un truc auquel me raccrocher, que ce soit me faire des contacts, que ce soit m'éprouver, me dire en fait je croyais que je pouvais pas autant mais je peux encore plus dormir, enfin moins dormir, encore plus travailler, encore plus c'est-à-dire que le point positif de cet enfer là enfin en tout cas d'avoir cet âge-là et d'être dans cette société-là et ce qu'elle utilise de nous, c'est que ça te permet de poser tes limites. Ce qu'il faut faire, toujours. On a tendance à les repousser, mais pour les repousser, il faut les poser. Donc, savoir où elles sont. Et ça, c'est très important. Et c'est, encore une fois, on revient à cette histoire de positionnement, c'est parce qu'on pose ses limites qu'on peut se dire, voilà, moi, je suis là. Je suis de ce côté-là. À partir du moment où ça va ici, j'accepte plus. C'est très important de se dire à soi-même pour ensuite le dire aux autres. À partir de là, j'accepte plus en fait. Je veux bien m'éprouver, je veux bien
éprouver aux autres, à moi, au monde, à qui veut. Par contre, je reste une personne. Je mérite aussi de dormir, je mérite aussi de manger, je mérite aussi d'être respectée, voilà. Mais poser ses limites, c'est hyper important, et c'est comme ça, je pense que c'est comme ça aussi qu'on est respecté. C'est comme ça que je pense que c'est aussi parce que j'ai posé ces limites entre moi et moi-même qu'aujourd'hui, qu'on m'a confié l'écriture d'un livre, la réalisation d'un film. Parce que si je peux poser mes limites entre moi et moi-même, je peux aussi diriger des gens. C'est ce qui s'est passé avec le film. Donc, je mets pas les stages dans un grand sac, comme je mets pas tous mes maîtres de stage dans le même sac, comme je mets pas ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert dans les stages, différentes facettes de l'entreprise avec des guillemets, différentes facettes de différents métiers aussi, parce que j'ai fait des stages en plein de sortes de boulots différents. Voilà, j'ai vu plusieurs facettes de la société, et c'est parce que j'ai vu ces facettes-là que j'ai pu définir avec moi-même quelle était ma place, enfin la place que je désirais en tout cas dans cette société, et celle que je désirais pas surtout. Tu parles c'est important de trouver ses limites, de pouvoir poser ses limites. Est-ce que tu as un souvenir du moment où tu as compris cette leçon, ou au contraire, tu sais, est-ce que c'est un moment que tu as laissé passer et qu'avec le recul tu te retournes et tu te dis c'était là que j'aurais dû dire non? J'ai un souvenir particulier parce que on en a mis un petit peu dans le film. Alors on n'a pas mis la scène en entier, enfin celle que j'ai vécue en entier, elle est dans le bouquin. Il y a cette chose que j'ai vécue dans un hôtel de luxe. J'étais intérimaire hôtesse d'accueil, enfin en tout cas j'étais là pour une mission de quelques heures. Et j'étais déjà d'une extrêmement en décalage avec l'environnement dans lequel je travaillais. J'étais vraiment dans un hôtel, mais vraiment de luxe, vers les Champs-Élysées. Et je me souviens que j'avais, à ce moment-là, j'étais à la fac, et je sais plus dans quelle fac j'étais, mais en tout cas pour avoir plus de points, je m'étais inscrite en muscu. Passons. Donc j'avais... Et après cette mission d'hôtesse aria, je devais aller en muscu, donc j'étais arrivée directement en vêtements de muscu à 6h30 du matin dans mon hôtel de luxe. Donc j'étais arrivée, je me souviens très bien, j'avais du Eminem dans les oreilles, j'avais un sweat avec Jay-Z dessus, puis je rentre dans un hôtel de luxe aux Champs-Élysées à 6h30 du mat pour faire le test d'accueil. Et j'arrive, donc je me change, donc tout d'un coup je passe de espèce de meuf du ghetto à une poule de luxe à talons carrés, ballerine carrée à talons là, et avec un magnifique costume couleur RATP, et en fait je me retrouve donc avec d'autres hôtesses. On distribuait des badges pour un séminaire de finance, je sais pas quoi. Et on distribue nos badges, et puis entre le moment où on les distribue puis la sortie des gens, on a un peu de temps, on a genre 1h30, et donc plutôt que rester toute seule, moi je suis quelqu'un de plutôt sociable, donc je discute avec les nanas, et puis je me rends compte que les nanas et moi on est assez différentes. Elles me demandent ce que je fais là, pourquoi je le fais, et je leur dis que c'était pour payer mon loyer, et puis je lui demande à une des nanas, et toi pourquoi t'es là, puis elle me répond cette phrase incroyable, elle me dit moi mon père m'a promis de me payer des vacances au ski si je lui faisais un cadeau à Noël. Donc là, je bosse pour lui payer un cadeau à Noël. Et là, je me rends compte vraiment qu'il y a plein de formes. Vraiment, je me dis, bon, ok, donc il y a jeunesse et jeunesse. Enfin, il y a différentes jeunesses dans cette jeunesse, qu'on n'est pas toutes là pour les mêmes raisons. À ce moment-là, j'aimais pas de jugement, mais je me rends compte. Et puis, le séminaire se finit. Et donc, moi, mon heure de travail, enfin mes 4 heures de boulot sont finies. On travaillait 4 heures de mission, payé 7 € de l'heure, donc faites le calcul, ça fait 28 €. Et puis là, j'ai fini, donc j'essaye de rentrer dans le vestiaire pour récupérer mes affaires. Et le chef du vestiaire me bloque la route en me disant non, vous récupérez vos affaires après les autres. Puis je regarde, et les autres, ils étaient 250 à récupérer leur manteau de fourrure. Les clients, donc. Les clients. Ouais. Et je me dis, moi j'ai mon cours de muscu, enfin c'est quand même... en tout cas, j'ai un truc, autre chose. Et je crois qu'entre les deux, je sais plus si j'avais un partiel ou un enfant à récupérer à l'école en milieu. Enfin bref, j'avais un autre truc entre les deux. Il n'était que 10h du matin, donc toute la journée reste à faire. Et je me dis, on en a pour 200 ans à attendre que les gars... Et il m'attrape les épaules, dans le film c'est reproduit, et il me colle contre un mur, et il me dit, vous restez là et vous souriez. Et là, à partir de ce moment-là, je dis, mais attendez, moi je suis plus payée en fait
Je vais pas attendre là pour vous faire plaisir. Moi, je suis payée de telle heure à telle heure. Je vais pas juste. Et il me dit non, vous restez là et surtout vous montrez pas que vous faites rien. Vous faites comme si vous étiez active parce qu'il est hors de question que les clients pensent que vous êtes là pour rien. Et on passe 1 heure à attendre contre un mur, à sourire comme des connasses, pas payées. Des connasses pas payées, c'est un double peine. Hein. Et en fait, ça m'a fait péter un plomb. Et moi, là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, stop. Et donc, je me casse et je me prends la tête avec le mec qui me barre la route encore, qui me dit, voilà, et je me retrouve à lui dire, mais non, mais moi, j'ai pas que ça à faire, en fait. Je sors et 10 minutes plus tard, j'ai un coup de téléphone de l'agence dans laquelle je bossais. Ça va vite. Ça va très vite. Et qui me raconte, alors j'étais assez pote avec la nana de l'agence, qui me dit Léa, qu'est-ce que t'as fait et tout, machin, j'ai des retours incroyables, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui explique, elle me dit, oh là là, j'ai eu peur, j'ai cru que t'avais foutu un gros bordel. Je dis, ben, presque, mais en tout cas, juste pas possible. Puis, putain, moi je lui dis, mais attends, mais comment t'es au courant? Et là, elle me raconte, elle me dit, bah, c'est une des hôtesses, c'est une des autres hôtesses qui m'a appelée. Et là, je me rends compte qu'on est en 39-45 et qu'on est sur une grosse délation de ouf et qu'en fait, cette nana qui faisait le même boulot que moi, qui était payée la même somme, qui était méprisée de la même manière, avait contacté l'agence pour me dénoncer. Et là, je me suis dit, on a un problème. Là, on a un gros problème. Donc, cette histoire a été assez importante. J'en ai 2-3 autres dans le style, mais c'est vrai que cette histoire a été assez importante parce qu'elle elle a mis en lumière pas mal de choses. Je me suis rendu compte que le pouvoir, même petit, dès que t'en avais un petit peu, ben, tu le faisais payer à ceux qui étaient en dessous. Parce que le chef des vestiaires, à mon avis, il n'était pas payé de ouf. Mais il avait ce titre. Il avait le titre d'avoir des hôtesses en dessous de lui. Donc voilà. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi plusieurs jeunesses dans cette jeunesse. Et que c'est pas parce qu'on était jeunes qu'on était solidaires. Je me suis rendu compte, et puis voilà, je me suis rendu compte que j'avais aussi le droit de dire je suis pas ok, quoi. Je vais pas rester là pour vous faire plaisir. Moi, c'est pas lui qui me paye, c'est mon agence qui me paye. Moi, mon agence, elle a arrêté de me payer. Donc, qu'au bout d'un moment, c'était aussi important d'être de son côté à soi. C'était dur de s'élever pour soi-même. Mais en même temps, tu ressors de là et tu te dis, bon, bah, je travaillerai plus à cet agent, je m'en fous, il y en a encore 14 autres qui vont m'exploiter. Moi, c'est ça que je me suis toujours dit. J'ai eu tellement de petits boulots, j'en ai toujours trouvé des petits boulots de merde. Ça, il y en a à l'appel. C'est, par contre, en changer, c'est important pour moi. C'est tellement dur de se lever et de réagir quand quelque chose ne va pas, quand quelqu'un dépasse les bornes ou quand on n'est plus à sa place. Tu nous décris un peu comme ça au début de ton livre, comme cette force qu'on pourrait être si on en avait conscience, au lieu d'accepter, parce qu'on nous a toujours présenté les choses comme étant de fait. Voilà, c'est comme ça. On galère, c'est comme ça. C'est normal, t'es jeune. Voilà, c'est ça, c'est normal, t'es jeune. Et à quel moment c'est normal d'être qu'on nous parle mal, qu'on nous paye mal, tout ça parce qu'on est jeune. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de voir le film. C'est Lucie Kosmala qui s'en est occupée pour Mademoiselle. Donc je peux pas parler du film, mais j'ai cru comprendre que donc dans le livre tu parles à la première personne, que tu as dû écrire des personnages pour porter les différentes histoires dans le film. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un travail nouveau pour toi? Ah bah complètement. Alors c'est un travail nouveau et je ne suis pas seule à l'avoir fait. Moi, quand Lucille Rick et Charles Philippe, donc mes producteurs qui ont respectivement 31 et 32 ans, m'ont contacté pour me demander d'écrire et de réaliser le film. L'écrire, ça me paraissait dans mes cordes, mais pas toute seule. Ça, je leur ai dit tout de suite. Et donc ils m'ont dit non mais t'inquiète pas. On va te présenter des auteurs, et puis en fait on en a présenté qu'un, Bastien Darey, qui a été un pilier, mais c'est mon ami maintenant, bien sûr, mais c'est surtout que moi j'avais un propos, et lui il a une technique, il a c'est son métier, voilà, clairement. Il a 30 ans aussi, mais lui il sait structurer, il sait ce que c'est qu'une dramaturgie, etc. Donc j'ai appris ça avec lui. Donc ça a été une collab homme-femme, très clairement. C'est un des hommes les plus féministes que je connais d'ailleurs. Et donc on a très vite compris qu'on pouvait pas adapter le livre tel quel, on se serait beaucoup trop ennuyé. Donc il fallait créer une histoire avec des personnages, une dramaturgie, des trajectoires à suivre. Donc ça a été à la fois
à la fois ça va être un défi et un challenge et en même temps une grande excitation que de partir d'une énergie, partir d'un propos, d'une envie, d'une défense de cette génération, et en même temps de créer un tableau à partir de rien. Enfin, c'était donc de pas être trop proche de moi ni trop éloigné, sachant que moi j'étais en mouvement. On est quand même à des âges où ça bouge beaucoup, où on évolue vachement. Quand je relis Les Affamés, je vois bien que j'ai grandi et que je suis plus nuancée. Enfin, je vois bien comment je me suis développée. Je m'en rends très bien compte. Il y a beaucoup de colère dans ce que tu as écrit. Bien sûr. Mais la colère, pour moi, la colère est nécessaire. Par contre, la colère est nécessaire, mais si on s'arrête là, c'est contre-productif. C'est-à-dire que la colère permet de... C'est un moteur certain. Et je pense que toutes les révolutions partent de là, partent d'une prise de conscience de mépris, d'humiliation, donc d'une colère. Par contre, si on s'arrête à la colère, ça sert absolument à rien. Faut que la colère se transforme. Si la colère, elle se transforme pas, déjà, on n'est plus audible. Et puis soi-même, on devient fou, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu le parcours de Zoé aussi. C'est que dans le film, donc, le personnage principal est très en colère, mais n'a pas conscience que qu'il faut faire bouger cette colère et il faut l'amener à autre chose. Je vais revenir un peu du coup aux questions que tu as choisies dans le déroulé. La première question que je pose moi normalement, c'est la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle. Est-ce qu'elle est différente de la première fois que tu as pensé par toi-même ? En fait, ça me paraît tellement lointain qu'une ambition professionnelle... non. Non, c'est tellement... déjà, travailler, avoir envie d'être dans le monde, c'est une ambition. Mais quoi ? Non, ça c'est... Et heureusement qu'on m'a trouvé, heureusement qu'on m'a dit si j'avais pas rencontré Bayard, si Bayard était pas venu me chercher, je sais pas du tout où j'en serais aujourd'hui. C'est ça qui est très perturbant. Et si mes producteurs m'avaient pas dit on pense que tu peux faire un film, je l'aurais pas fait. Donc... C'était un blog, tu tenais un blog ? C'était 3 semaines que je tenais un blog. C'est une catastrophe. Je m'y attendais pas du tout. Moi, j'avais ouvert un blog comme il y a 15 ans, j'aurais ouvert un journal intime. Donc... moi j'ai juste j'ai pris l'outil qui me semblait être le mien, donc non, c'est pour ça que j'ai pas mis les questions en gras parce que ambition professionnelle ou c'était idée originale, c'est ça? Penser par toi-même. Ambition professionnelle, ça peut être même, tu sais, quand t'étais petite et tu te dis quand je serai grande je serai hôtesse de l'air ou maîtresse d'école comme 80% des filles cumulées. Moi, j'ai fait 12 ans de danse, donc c'est vrai que j'étais j'aimais beaucoup la danse. Après, j'ai tellement été catégorique envers moi-même pour ne surtout pas faire un métier artistique. Donc c'est plus l'inverse en fait. D'accord. C'est-à-dire que restreint le champ des... moi j'ai complètement... alors tu vas être comédienne comme ta mère? Non. Moi j'ai faim, je veux manger tous les jours. Donc moi c'est ça qui est marrant. C'est que moi mon ambition professionnelle c'était de ne pas faire comme mes parents. Et voilà où je suis aujourd'hui. Donc c'est plus... à partir de quand tu as construit un paradoxe. La première fois où tu as construit un paradoxe. Voilà, c'est plus ça. Tu as choisi dans les questions la première fois que tu as pensé par toi-même, la première fois que tu as eu une idée originale. Ouais. C'était quand pour toi? J'ai mis quoi à côté? J'ai mis un truc? Quand j'ai compris que je ne devais attendre personne. Ouais. Ça, je crois que c'est ma plus belle idée originale. C'est ça, c'est quand j'ai compris qu'on me sauverait pas. Alors, il y a l'aspect fille unique, il y a l'aspect... partir tôt, etc. Vite autonome, on en parlait tout à l'heure, indépendant de tout ça. Mais je crois qu'il y a vraiment une partie de moi qui attendait ou un groupe de filles à la Spice Girl, ou une meilleure amie, ou un mec, ou les parents, autrui. Que quelqu'un m'épaule, me soutienne, me dise que je suis quelqu'un de bien. Et j'ai mis vachement de temps à aimer être seule. J'ai mis vraiment du temps à aimer être seule. J'en ai longtemps souffert, mais même jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ça fait 5 ans que je dois aimer ça. Je pense que c'est une histoire d'amour qui m'a vachement fait comprendre les choses, qui m'a fait comprendre qu'il ne faut surtout jamais, mais bien jamais, tout donner à quelqu'un.
jamais. C'est-à-dire que l'amour c'est super, mais faire les choses par soi-même et n'être redevable de personne. Et en fait, je crois que c'est ma première vraie idée originale, enfin de moi à moi, c'est de me dire il faut que j'attende personne pour être fière de moi, il faut que j'attende personne pour prendre des décisions. Et la dernière phrase du livre que tu n'as pas lu, c'est pour ça que je te disais que le meilleur, c'est parce que le dernier chapitre est très... Et pour moi, très important, le dernier chapitre du livre. Et une des dernières phrases du livre, c'est « La seule personne avec qui tu vivras jusqu'à la fin de tes jours, à coup sûr, c'est toi. » Donc, bien sûr qu'on peut tomber amoureuse, bien sûr qu'on peut avoir des amis, bien sûr qu'il ne faut pas écraser les autres pour exister, mais vraiment, quand on a des choix à faire importants, des virages de vie, des embauches, faire des enfants, tout ça, il faut vraiment être en accord avec soi-même, soit seul, même si les gens nous conseillent, même s'ils sont bienveillants, même si, au final, la seule avec qui tu dois être d'accord, c'est toi. Et c'est très dur. C'est très dur. T'avais quel âge quand t'as eu cette révélation ? Environ, à peu près. À la louche. À la louche, je dirais 23. Tu sais qu'il y a des gens qui passeront leur vie sans comprendre ça. Je sais, mais je pense que c'est ça de faire ça en fait. Je pense que je me suis pris le bon mur pour le comprendre. Des fois, il faut se le prendre plusieurs fois, hein. Mais celui-là, c'était le vrai bon gros mur. Et je suis allée tellement bas après le mur, je savais tellement plus qui j'étais que j'ai participé à ma propre perte, que je me suis dit plus jamais. Et depuis, mes relations avec les autres sont forcément différentes, hein, clairement. Mais au moins, je dois rien à personne. Je pense que quand tu apprends à exister d'abord au sein de tes relations et que tu t'effaces pas à mesure que ta relation s'intensifie, c'est comme ça que tu trouves l'équilibre, que bien forcément sûr. Tes relations sont plus fortes. Bien sûr, et puis tu rencontres pas les mêmes personnes. C'est certain. Tu m'as choisi comme question la première fois que tu t'es fait confiance. Indice. J'ai mis quoi ? Elle, avec un S au pluriel. Ouais, c'est quand j'ai fait je me suis fait confiance et c'est surtout... Alors c'est marrant, ça mélange presque deux questions que tu m'as posées. C'est la première fois que je me suis fait confiance et c'est la première fois que j'ai volontairement pas écouté les autres. C'est-à-dire que j'étais donc dans ma 3e année de fac. On avait un gros projet à réaliser qui valait pour énormément du COEF, hein, de l'année, enfin de la validation de la licence même. Il fallait créer un projet et le vendre symboliquement à une vraie entreprise. Moi, je suis très prévoyante, je suis très organisée. Et en fait, j'étais en fin de 2e année, que j'étais déjà en train de réfléchir à mon projet de 3e année avec lequel on te rabâche les oreilles depuis la première année. Et moi, à ce moment-là, je rentre en stage. Je harcèle la production du magazine Elle. Je fais un gros big up à Odile Bernard, qui ne veut pas de moi au départ, hein. Mais 4 mois. Pendant 4 mois, j'envoie des CV différents, remasterisés à chaque fois, des lettres de motifs, des machins. Au bout de 4 mois, je suis reçue donc par ce qui a été ma maîtresse de stage, qui me dit, tu sais, je te reçois pas parce que je te reçois pas en fonction de ton CV, parce que quand j'ai ton CV, c'est n'importe quoi. Je dis comment ça ? Elle me dit t'as fait 3 facs différentes, dans 3 domaines différents, tu sais pas ce que tu veux. Et je lui dis, non, au contraire. Pour moi, c'était une force, en fait. Pour moi, c'était une richesse d'avoir exploré plein d'endroits différents, mais juste de pas avoir adhéré. Mais en tout cas, je lui dis, non, moi, j'ai les bases en éco, j'ai les bases en droit, j'ai les bases en sociaux, j'ai les bases en art, en histoire de l'art. Enfin, pour moi, c'était une richesse. Pour elle, ça voulait rien dire. Donc déjà, premier truc qui raconte un peu la société, c'est-à-dire que pour moi, c'est une force. Et pour la société, avec des guillemets, ça veut dire je suis perdue, je sais pas ce que je veux. Déjà, deux angles, tu vois, 2 angles d'approche. Bref, je rentre en stage OL et grosse fierté, puisque je me dis, quoi qu'il arrive dans ce stage, je mettrai Elle sur mon CV. Et ça a de la gueule. Quoi que je fasse, quoi que je vive là-bas, peu importe. Et donc, la 3e année approche à grands pas. Je rentre OL en juin, un truc comme ça. Donc, j'arrive en 3e année en septembre. Et dès juin, je me dis, ce gros projet, il faut que je le fasse en partenariat avec le L. Et là, tous mes profs me disent, ça marchera pas. Tous.
tous ceux qui sont faits, dont le métier est de nous soutenir et de nous aider et de nous élever, tout le monde me dit t'y arriveras jamais. T'y arriveras jamais. Le L s'en fout des petites étudiantes comme toi, il refuse toujours les partenariats, etc. Donc je monte mon dossier et je me retrouve dans le bureau de Santiago Boutan, directeur artistique depuis 28 ans du magazine Elle. Donc moi je me chie dessus royalement, vraiment. Je suis en galère, je suis trop mal, j'ai chaud et tout, je suis pas bien, je me dis. Bon. Et je lui vends mon truc. Et mon projet, c'était de réaliser un numéro spécial du Elle, un Elle au pluriel avec le S entre parenthèses, un numéro spécial basé sur la relation mère-fille. Et il signe. Parce qu'il y avait un papier à signer, hein. C'était un peu sérieux, c'était pas juste un accord de principe, c'était un papier à signer pour m'autoriser à utiliser l'image du L, etc. Et puis je me souviens, il sort du bureau, il arrive dans le bureau de la maquette, enfin l'open space de malade, et il demande à tout le monde l'attention, il dit voilà, Léa Frédeval qui est stagiaire chez nous depuis quelques temps, qui fait un projet, machin, dès que si elle a une question, je vous ordonne de lui répondre, vous l'aiguillez, vous l'aidez, vous la soutenez. Et c'est ce mec-là qui m'a vachement, voilà, qui m'a fait confiance. Et donc j'ai fait ce 64 pages toute seule que j'ai fait imprimer par l'imprimeur du L. Ça m'a coûté 500 balles les 5 exemplaires. J'ai mis un loyer là-dedans, mais je voulais avoir des preuves de ça. Et parce que mon idée, c'était, je me disais, voilà, quitte à me casser le cul, autant que ça me serve et autant qu'en fin de 3e année, je puisse aller voir un employeur, un média, en disant voilà j'ai fait ça, et en pouvant le montrer physiquement mon L que ressemblait à un L qu'on achète en kiosque. Et sauf que à ce moment-là j'étais donc stagiaire au L, j'ai été étudiante et j'étais serveuse et hôtesse d'accueil et babysitter, et donc j'ai pas eu le temps, clairement, de tout bien faire. Donc au bout d'un moment, très vite, tu te dis je peux pas me concentrer autant sur la photo que la maquette, que l'édito, que machin. Et je voulais que mes profs, quand ils allaient lire le magazine, qu'ils puissent lire de vrais articles et pas du bliblablou, blablabla, pas du faux truc. Donc je me suis concentrée sur les articles. Donc j'ai écrit. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et en rendant mon projet, je me rends compte que je suis hyper frustrée, que j'aurais bien voulu te parler de ça, j'aurais bien voulu parler de ça. Et j'ouvre un blog. Voilà. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Et tu le mets sur la première fois que tu t'es fait confiance parce que ce moment-là, quand tes profs te disent c'est pas possible, il y a un truc en toi qui te fait dire non mais tu sais quoi, je le tente quand même. Ouais, bah c'est surtout que c'était la meilleure idée que j'avais et que tu as cru en fait. Ouais, et puis surtout je me disais c'est la meilleure idée que j'avais. C'est la meilleure idée que j'avais. Je voulais, moi, un partenariat avec le L. Bon, j'avais vraiment envie de travailler sur ce rapport mère-fille. Pour moi, c'était, en plus d'être personnellement intéressant, marketingement, un L au pluriel, je trouvais ça charmé. Et je me disais, pourquoi ils l'ont même pas fait ? En fait, il y a tellement un marché. Mère-fille, Comptoir des Cotonniers on a fait une campagne de pub pendant des années. Pourquoi ne pas faire un magazine spécial, un numéro, pas un magazine pour toujours, mais un numéro spécial comme il peut y avoir des numéros spéciaux des Inrocks ou quoi, sur ce rapport, un L au pluriel. Tu peux dérouler le fil sur trop de sujets, la culture, la mode, la beauté, les voyages, enfin, et c'est ce que j'ai fait. Pendant 64 pages, j'ai déroulé ce truc-là. Donc oui, je me suis fait confiance, et en fait, je crois qu'il y a un autre truc aussi, c'est que, ça, je sais pas si c'est mon éducation, ma personnalité ou la vie, mais je crois que plus tu me dis non, plus j'ai envie d'y aller, en fait. Surtout si tu me dis non sans raison. Et moi, c'est ça, mais ça depuis toute petite, quand... je me souviens très bien j'ai invité Cynthia à goûter à la maison et que Cynthia me dit je peux pas, ma maman elle a dit non, et tu lui dis pourquoi? Je sais pas, j'ai pas demandé. Hein? Comment ça t'as pas demandé? Il y a un truc de moi tu me dis non, ok, pas de problème, mais si tu me dis pas pourquoi, ton non n'a aucune valeur. C'est pas un peu l'effet pile ou face? Tu sais, quand t'arrives pas à prendre une décision ou quand t'es hyper hésitante, tu diras pile ou face, tu sais, face j'y vais, pile j'y vais pas, et en fait tu t'en fous du résultat, c'est juste que c'est ta sensation quand tu vois le résultat. Tu vois, de soulagement, ça veut dire qu'en fait tu voulais ce résultat, ou de frustration, c'est la pièce qui te dit non, mais par rapport à quoi tu dis ça? Le pourquoi le non, ça te donne plus envie d'y aller. Mais non, mais parce que ta conviction, tu vois, c'est toi, tu sais ce que t'as envie de faire. Mais non, mais c'est surtout que si tu m'empêches dans ma liberté de faire quelque chose, mais que tu me dis pas pourquoi, tu me donnes pas. Si tu m'empêches, je te dis j'ai envie de sauter par la fenêtre, tu me dis non. Si tu me dis juste non, si tu me dis non parce que tu vas mourir,
Ok, là c'est un argument, tu vois. Si tu me dis non parce qu'il y a des barreaux, deuxième argument. Si tu me dis non parce que j'ai pas envie que tu sautes par la fenêtre, je t'emmerde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça c'est le non logique, mais par exemple sur son histoire de projet, les profs qui te disent non c'est pas la peine, tu vas te vautrer. Pour moi, c'est un peu l'effet pile ou face, c'est un peu le côté. Tu savais déjà que tu voulais le faire, et le fait qu'on vienne de te dire non appuie juste ta conviction de je pense que vous avez tort. Non, mais je me disais aussi, il y a eu tout. Il y a eu d'une, qu'est-ce que t'en sais? De deux, c'est peut-être parce que le projet des autres était pourri. Enfin, je sais pas, mais il y avait un truc de moi, tant que t'y vas pas par toi-même. Ça vaut pour tout, ça vaut pour les mecs, ça vaut pour tout. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on a à perdre? Enfin, moi, qu'est-ce que j'avais à perdre? Si c'est me prendre un refus, bon bah ok, les refus, il y en a 10 000, tu vois, mais j'avais pas d'autre idée. J'avais bossé dessus, j'étais dans l'entreprise elle-même, tu vois, donc mais c'est une clé, ça, de pas avoir peur des refus. Si t'as pas peur des refus, effectivement, ben y a rien à perdre à tenter sa chance. Mais il y a plein de gens qui sont juste arrêtés par non, mais t'imagines, on me dit non, c'est la honte. Et juste là, c'est déjà une énorme barrière pour plein de gens. Ouais. Alors, tu m'as mis la première fois que tu as défendu une idée ou un projet avec les tripes envers et contre tout le monde. J'ai mis le livre ou le film? Alors, j'ai presque envie que tu me racontes pourquoi t'hésites entre les deux, plutôt que de se donner ta réponse. Parce que le livre, je l'ai pas trop défendu dans le sens où il y avait juste à l'écrire. Enfin, il y avait que moi et mon ordi et mon appart, donc. Mais le film, c'est autre chose, parce que le film, y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de gens aussi, que ce soit en amont, pendant ou après. Il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de compétences qui vont avec. Donc effectivement, quand c'est ton nom qui est en dessous, tu prends tout. Tu peux pas juste prendre les interviews et les photographes et les trucs qui sont censés être cool, qui le sont pas forcément d'ailleurs. Tu peux pas prendre que les paillettes, c'est-à-dire que tu prends tout. Tu prends les risques, voilà. Donc effectivement, là où j'ai eu ta question, elle est un peu trop poussée pour ce que j'ai vécu, parce que c'est quand même ce que j'ai vécu, c'est quand même passé assez facilement, dans le sens où on vient me chercher, dans le sens où on me fait déjà confiance. Là où c'est pour ça que j'ai pas eu dû me battre corps et âme, c'est plutôt envers moi-même que j'ai plus dû me battre. Plutôt. C'est ça qui est intéressant. Raconte ça. Ouais. C'est plutôt ouais, il y a des moments où tu te dis je suis une seule personne, je n'ai jamais fait ça, je vais être entourée de gens qui font ça depuis des années, je vais être responsable, en tout cas dans ma tête, de plusieurs millions d'euros. Millions d'euros, tu te répètes ça plusieurs fois, millions d'euros, où tu te dis c'est pas de la peur, c'est juste moi, mon interrogation, c'était pas une interrogation, mais le truc principal auquel je pensais, c'était de me dire comment faire pour être la plus prête possible. Et donc j'ai tout fait. Mais même encore aujourd'hui, je ne saurais pas ce que j'aurais pu faire de plus pour être la plus prête, pour pouvoir répondre aux questions qu'on me posait, pour travailler, pour pouvoir que les gens en face de moi se disent elle prend le truc au sérieux. Voilà, de vraiment travailler, de pas me dire je fais un film, c'est génial, c'est trop bien, j'ai 27 ans, c'est incroyable. Parce que ça, tu vois, on me l'a beaucoup dit à chaque fois que j'en parle, que tu rencontres des gens dans les bars, machin, dire tu fais quoi? Tu dis je suis en train de réaliser un film avec Louane. Waouh, c'est fou, mais t'es hyper jeune. Mais moi, je me réveille pas tous les matins en me disant waouh, c'est incroyable, je suis hyper jeune. Non, je me dis pas ça, je me dis il y a du taf, faut gérer parce qu'on m'a fait confiance, parce que j'ai envie de faire quelque chose de qualité, parce que j'ai envie que les gens qui travaillent avec moi, qui ont travaillé avec moi sur ce film, sur la promo, mais tous, soient fiers, se disent putain, on a bien fait d'y croire, on a bien fait de se donner, on a bien fait de faire du collectif avec cette nana et de créer quelque chose avec cette nana. Donc c'est plus ne rien lâcher. Ça paraîtrait hashtag promo, mais c'est vrai. C'est plus ne rien lâcher et comme dirait mon père, on est son propre bourreau, c'est soi-même le pire en général. Les pires scénarios viennent de ma tête, viennent pas des haters sur internet ou des menaces ou quoi, c'est toi-même qui crée les pires angoisses, c'est toi-même qui les fabrique. Donc c'est plus contre soi qu'on doit porter son propre projet et se répéter que
qu'on vaut le coup, et c'est toujours pareil. C'est d'autres angoisses qu'il y a quelques années. C'est plus comment je vais manger demain. Ça c'est bon, ça c'est réglé. J'ai la chance de pouvoir manger 3 fois par jour et de ne plus être obsédée par mon découvert. Voilà. Mais y a d'autres choses qui arrivent. Ça y est, je suis une adulte, bordel de merde. Dans la série des questions sur le jour où, t'as choisi la question que j'aime beaucoup. Le jour où j'ai compris que j'étais une femme. Oh putain. Alors ça, je suis très contente de pouvoir en parler, même si on s'éloigne peut-être un chouille du sujet. Ah, c'est toi le sujet, donc on est en plein dedans. J'ai compris très récemment, à l'échelle de la vie, j'ai compris récemment que j'étais une femme. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai compris récemment, avant de répondre à ta question. Je sais pas si c'est parce que j'ai été élevée par un homme, premièrement, ce qui fait que la frontière c'est déjà un peu amoindrie, frontière du genre. Ça fait beaucoup rire tout le monde et j'en parle dans Les Affamés, mais c'est quand même mon père qui m'a appris à mettre des tampons. Donc effectivement, quand j'ai le souvenir de mon père accroupi dans le salon avec le mode d'emploi dans les mains, à me dire bon alors Loulou, d'abord on respire, apparemment faut se détendre avant, tu te détends bien, et ensuite tu prends une grande inspiration, puis après alors apparemment tu dois comment on fait, parce que lui-même découvrait, donc la frontière du genre, voilà. J'ai jamais été féminine dans le sens sociétal du terme. Talons, maquillage, tout ça, ça a jamais été trop mon truc. Donc déjà, j'ai toujours vu qu'il y avait un petit écart entre ce qu'on disait des meufs, enfin ce qu'on voyait, ce qu'on voulait voir, ce que les mecs voulaient voir des meufs, et moi. Mais jusque là, pas de Et puis, je sais pas si il n'y a pas eu un jour où je me suis dit waouh, en fait, je suis une meuf. Par contre, j'ai toujours eu très peur. Ça, j'ai toujours été de celles qui avaient peur. En plus, j'ai grandi dans un quartier de Paris vivant, on va dire. La nuit, beaucoup. Et donc, j'ai toujours eu peur. J'ai toujours eu une grande conscience du fait que je pouvais être violée à n'importe quel moment. Ça, c'est un truc qui a toujours été très présent. En plus, je suis un peu gaulée comme un moineau, donc... Voilà, j'avais fait 2 ans de judo entre 8 et 10, donc bon, ça va pas me servir beaucoup. Un peu de musculation à la fac, du coup, mais juste pour les points. Des bolasses enflammées aussi. Grande période de ma vie. Mais il y a une phrase, en fait, quand j'ai lu ta question, j'ai pensé à une phrase. Un jour, quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, 3-4 ans, pas plus, quelqu'un m'a dit, mais en fait, tu parles comme un bonhomme. Je dis, comment ça ? Et je sais quoi, parler comme un bonhomme. Et le mec m'a répondu, parce que c'est un mec, le mec m'a répondu, tu parles vite et tu sais ce que tu dis. Et là, il y a eu un bug. Là, j'ai eu un bug. Et en fait, la bonne et la mauvaise nouvelle avec le féminisme, c'est que une fois que t'as mis le doigt dessus, tu peux plus ne pas le voir. Une fois que t'as compris ce truc, je sais même pas comment le définir en plus, parce que quand tu le comprends, tu penses pas à inégalité, discrimination, violence conjugale. Ça se passe pas en termes comme ça. C'est juste que, en fait, j'en ai eu marre d'avoir peur. J'en ai eu marre de dire, de défendre un truc. J'en ai eu marre de défendre le fait que je sois une femme. J'en ai eu marre de craindre d'être une femme. Et en fait, j'ai commencé à en être fière. Mais genre vraiment. Ensuite, j'ai vécu 3 situations l'année dernière que je relate sur mon blog, parce que justement j'ai vécu ces 3 situations où j'ai été témoin ou je sais même pas comment on dit, ou assistante, je sais même pas comment on dit, de violences faites aux femmes. Il y en a eu plusieurs. La première, j'ai tapé un mec. Là, le jour où j'ai vu que je pouvais frapper un gars, je me suis dit bon, en fait, ça va. Un mec qui a quand même pendant une dizaine de stations dans le métro insulté une nana qui prenait vraiment, vraiment sur elle. Et au bout de 10 stations, le mec se lève et lui dit « Je vais te laver la chatte à l'acide ». Là, la nana se lève et lui dit « Vas-y, viens ». Et le mec lui fonce dessus et commence à la taper. Et je me suis interposée, j'ai défoncé le gars, je l'ai tapé comme je pouvais, pour en tout cas le séparer de la nana. 1 mois plus tard, je suis réveillée à 7h20 du matin par des hurlements et j'ouvre les yeux et la fenêtre en face de chez moi, littéralement, une femme était en train d'être poussée contre le balcon
poussée au-dessus du balcon par un homme. Il est 7h20 du mat. Alors, c'est pas qu'il y a des heures pour défenestrer les gens, mais clairement, c'était compliqué. Pareil, j'appelle la police, enfin bref, voilà. Et un mois après, pareil, dans la rue, à Opéra, à 14h, un mec est en train d'éclater sa nana dans la rue, mais vraiment. Et je gueule. Et sauf que c'est moi qui l'ai venu, c'est vers moi qu'il est venu. Et donc, plus tu vises ce genre de trucs, plus tu te dis, en fait, pareil, comme le positionnement, comme la jeunesse, j'ai le droit de dire que je suis pas d'accord, j'ai le droit de dire non. Et quitte à me prendre un pain dans la gueule. Bon, ma grand-mère m'a dit t'aurais pu te prendre un couteau. J'avais pas du tout pensé au couteau. Le pain, je m'en fous. Qu'on me pète le nez, je m'en fous. Voilà, j'ai à l'hôpital, on me refait le nez. Bon, le couteau, mais c'est pas des trucs auxquels tu réfléchis. C'est juste que plus le temps passe, plus je comprends. Je lis beaucoup, je me renseigne beaucoup. Et là, en fait, en ce moment, je suis dans un grand sujet qui est les garçons, parce que pour le coup, les hashtags MeToo, c'est cool, la libération de la parole, c'est cool, mais personne ne parle de qu'est-ce qu'on fait des mecs qui sont en galère, en fait. Ils sont dans une grande souffrance. Vraiment, ils sont dans une grande souffrance parce que eux, on leur a pas dit comment évoluer. Nous, on nous l'a dit. Nous, on nous a dit c'est bon, maintenant vous êtes indépendante, vous pouvez faire des enfants, vous pouvez pas faire des enfants, vous pouvez travailler, pas travailler, vous faites ce que vous voulez. Mais en face, on n'a pas dit aux gars de 20, 25, 30 ans comment être. Et ces mecs-là sont dans une grande souffrance parce que eux, on leur dit toujours d'être forts, d'être virils, d'être puissants, de pas pleurer, de pas dire qu'ils ont peur. Et en face, ils se retrouvent face à des nanas qui ont des grosses couilles, voire beaucoup plus grosses qu'eux, et ils savent pas quelle place prendre en face. Donc moi, j'essaye vraiment d'avancer par rapport à ça. Plus j'avance, plus je pense à mes enfants, que je n'ai pas encore. Et plus je me dis qu'il faut élever ses enfants comme des êtres humains et pas comme des garçons ou comme des filles. Voilà, donc je suis à fond dans ces thématiques-là. Mais alors j'ai une grande nouvelle pour toi, c'est que sur Mademoiselle, on a commencé. On a une rubrique masculinisée qui est tenue donc, notamment par Mimi, rédactrice en chef adjointe. Elle co-anime un podcast bimensuel sur la masculinité, qui s'appelle The Boys Club, où avec Fab, le fondateur de Mademoiselle, tous les 15 jours, donc, ils reçoivent un homme pour parler de son rapport à la masculinité. Et effectivement, pour faire tout ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire de déconstruire, ça veut dire quoi être un homme, c'est quoi les codes de genre qui vont avec la masculinité, c'est quoi la virilité et tous les codes toxiques qui vont autour de ça. Effectivement, tout le parcours que nous on a fait chez les femmes, il est plus que temps que les mecs le fassent, parce que oui, absolument, ils ont envie, juste ils savent pas par où commencer. Alors je suis un peu plus nuancée parce qu'en fait, mais même sur tout ce que tu viens de dire, ceux que je connais ont envie, bien sûr, il y en a d'autres. Nous c'est pareil, c'est-à-dire que même par exemple par rapport à ce que tu disais sur les meufs qui sont en train de, c'est bon, on a compris, on a entendu. Alors plein de meufs, oui, ça avance, il y en a ça va dans le bon sens, bien sûr. Il y a encore du chemin à faire. Mais bien sûr, moi aussi j'en connais des nanas qui rêvent que d'un mec qui soit plus riche qu'elle, plus fort, qui les domine. Moi aussi j'entends des conneries pareines. C'est ce que tu écrivais sur la jeunesse, c'est pareil sur le féminisme. Il n'y a aucune généralité possible. C'est quoi on est la moitié de la population, on pourrait faire tomber le système assez vite, et les mecs ils sont tellement nombreux à ne pas en profiter, c'est-à-dire qu'ils sont placés dans une position de domination par cette hiérarchie des genres. Ça veut pas dire que tous les mecs sont heureux et que tous ont une vie magnifique et compagnie. Beaucoup d'entre eux en souffrent aussi, comme tu viens de l'expliquer. Donc ce système n'a pas de sens. Et pourtant, c'est juste parce qu'on a grandi dedans, on est né dedans, on est éduqué dedans, on est éduqué avec ce système. Et donc, ça prend déjà du temps de voir le système pour pouvoir en sortir. Et par rapport à ce que tu disais sur... Une fois que tu l'as vu, tu peux plus ne pas le voir. J'utilise beaucoup la métaphore de Matrix, tu sais. C'est la pilule rouge. C'est exactement ça. Et moi, dans ma vie, le jour où j'ai compris que j'étais une femme, j'en ai eu plein. Mais le jour où j'ai compris que, ok, en fait, c'est parce que je suis une femme que tout ça se passe. C'est comme si Morpheus m'avait proposé la pilule rouge plusieurs fois et j'avais fait, non, t'inquiète, c'est parce que je suis jeune qu'on me parle mal, je prends la pilule bleue. J'ai mis vraiment très longtemps avant de faire cette prise de conscience. Mais moi, c'est. Ah, mais d'accord. C'est partout. Ça, c'est partout, en fait. C'est que ce soit quand tu vas bouffer, boire un coup, que ce soit dans le métro, que ce soit quand tu pars. Là, sur le plateau, encore, sur le plateau d'une émission que j'ai faite récemment. Non, mais mais pendant le film, pendant les repérages. En plus, moi, j'ai doublette, jeune et femme. Alors là, j'étais... Est-ce qu'on peut parler d'intersectionnalité ? Je me posais la question la dernière fois. Non, mais... Alors, en français, on dit croiser des luttes. L'intersectionnalité, c'est un concept américain. Et alors ? Et c'est juste que... N'aime pas les Américains ? Non, c'est pas ça, c'est que ça existe déjà en France, en fait. C'est-à-dire, depuis toujours, le féminisme français est de base antiraciste. Oui, mais est-ce que jeune et femme
c'est un croisement des luttes. Oui, c'est un croisement des luttes. Est-ce qu'on peut parler surtout que ta lutte, c'est surtout la précarité aussi, tu la rajoutes dans le... Bien sûr. Mais parce que, tu vois, par exemple, sur les repérages de décors du film, bon alors dans le cinéma je ne vais pas vous mentir, c'est plutôt masculin, plutôt blanc, plutôt hétéro et donc j'étais avec mes chefs de poste donc en repérage des décors, je me balade dans Paris, enfin là en l'occurrence on tournait à Paris donc c'était dans Paris avec mon chef opérateur donc qui est responsable de la lumière, mon régisseur général qui est responsable de plein de trucs, donc des décors, de la bouffe, de plein de choses, de la régie. Mon premier assistant, qui est donc mon bras droit à la réalisation, enfin à la mise en scène, qui avait d'autres, tac, 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 et mon directeur de production. Donc c'est que des hommes entre 40 et 60 ans. Et j'arrive sur un décor, dans une boutique, pour être exact, une boutique de vêtements. Et donc je suis la seule femme, je suis la seule de moins de 40 ans. Et le patron m'a pris pour la secrétaire. Évidemment. Bien sûr. Et quand je lui ai dit que j'étais la réalisatrice, j'ai quasiment vu une boulette de foin passer dans ses yeux. C'est-à-dire que c'était juste pas possible. Il y avait ce truc de comment ça ? Je dis c'est moi la réalisatrice. Pardon ? Enfin, il y avait vraiment ce truc de non, ça rentre pas dans sa case, quoi. Ça rentrait pas dans sa case. Donc effectivement, être femme, c'est tout le temps et c'est tout le temps, quoi. Putain, j'aimerais tellement qu'ils aient leurs règles, moi, une seule fois pour voir ce que c'est. Le jour où t'es sortie très loin de ta zone de confort. Oh mon Dieu, Népal ? Oui. Oh God. J'ai monté l'Himalaya. What ? Voilà. J'ai bossé plusieurs mois pour... j'étais en couple, j'ai été 4 ans et demi en couple avec un espèce d'aventurier fou qui me faisait pas mal sortir de ma zone de confort. J'ai notamment fait le tour de l'Europe en train avec lui. J'ai fait 22 villes en 17 jours. Ou 17 villes en 22, mais quoi qu'il en soit, c'était beaucoup. Et l'année suivante, donc on bossait tous les deux beaucoup. Et l'année suivante, je voulais vraiment des bêtes de vacances. Je voulais partir loin et me reposer. Parce que comme j'avais 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans. Oui, j'avais 18 ans. Oui, c'est ça. Et comme mon mec, c'était le roi du viens, on part en stop à Amsterdam. Et on partait en stop à Amsterdam. Et on a fait la Lituanie en stop. C'était... L'aventure, non ? L'aventure, mais où tu te laves pas, clairement. Et donc, moi, je lui dis, ouais, viens, on va à Cuba. Et lui, il avait qu'une obsession, c'était voir un tigre. Et il me dit, non, viens, on va au Népal. Je suis pas chaude. Et puis on commence à regarder les billets et c'est effectivement pas hyper cher. Enfin, en tout cas, vu comment on bossait comme des ports, c'était 1000 fois plus accessible que genre New York ou d'autres. Et donc je dis, je valide le Népal. Et on part au Népal et on a monté l'Himalaya jusqu'à 3500 mètres. J'ai cru crever. Je suis l'inverse d'une sportive, mais vraiment. Je suis fumeuse. Voilà. Moi, le mouvement, c'est dans la tête, mais pas trop dans le corps. Et donc, ma première sangsue dans le soutien-gorge, j'ai badé. C'est 11 jours de marche. On marchait entre 7 et 10 heures par jour. J'ai eu le mal des montagnes. Donc le mal des montagnes, c'est comme le mal des mers, mais dans la montagne. Je vomissais absolument tout ce que je mangeais. J'ai perdu 11 kilos en un mois. Donc je suis revenue en France, je faisais 39 kilos pour 1m71. Wow. On était en pleine forme. Voilà, la première fois où je suis sortie de ma zone de confort. Mais comment ça se passe dans ta tête ? C'est-à-dire que tu le suis alors que tu te sens pas capable de le faire ou tu savais pas à quoi t'attendre ? Tu savais pas, c'est comme non, tu sais pas à quoi t'attendre du tout. Tu sais pas à quoi t'attendre. Il n'y a pas sur place un moment où tu dis ok stop. Non, t'irais fin. Amenez-moi. Non, mais déjà t'es au Népal à 18 balais. Tu vois, j'ai été en Inde à 16 ans. Pareil, c'est des trucs où tu te dis... C'est comme écrire un livre, faire un film, tu te dis « Wow, c'est quoi cette opportunité ?» Tu vas pas y aller parce que t'as peur, tu vas pas t'empêcher pour des trucs impalpables, quoi. En plus, tu vois, le mec qui a fait 127 heures, enfin, le vrai. Ouais. 3 mois après, il faisait du surf avec un bras en moins. Enfin, quand tu vois moi, je me dis ça maintenant. La dernière fois, j'arrivais pas à ouvrir ma bière avec mon briquet. Et puis,
je me suis dit, je vais demander à un mec qui a un plus de force ou quoi. Puis tu te dis, mais non, nique sa mère, je viens de faire un film, je vais quand même réussir à ouvrir ma bière avec mon briquet. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment où tu te dis, bon, t'as passé des trucs, et ben le Népal, c'est pareil. Tu te dis, je suis au Népal, j'ai la chance d'être là. Alors j'ai bossé pour. D'ailleurs, les Népalais qu'on a rencontrés comprenaient pas quand on leur disait qu'on était pauvres dans notre pays. Et ils nous disaient, bah oui, mais t'es là. Donc non, t'es pas pauvre. T'as pris l'avion, t'es là. Donc, et bien sûr qu'ils ont raison. Pour prendre l'avion. Bah, bien sûr, pour traverser la moitié de la planète, voire la planète en entier, en disant non, je suis précaire, machin, dans mon pays, eux, ils en ont rien à foutre, t'es là. Donc pour toi, t'es riche. Enfin, pour eux, t'es riche. Et voilà, et c'est vrai que c'est une grande chance. Après, je pourrais dire tous les boulots que j'ai fait pour arriver jusqu'au Népal. Mais non, voilà, effectivement, zone de confort, clairement, on en est très, très loin. D'accord, donc ça fait qu'une heure qu'on se connaît, parce qu'on s'est rencontrés vraiment la première fois qu'on se rencontre. Et j'ai l'impression que tu n'insultes jamais la chance et les opportunités et tu travailles beaucoup. Est-ce que c'est un portrait cohérent? Ça me paraît à peu près cohérent, ouais. C'est surtout que j'ai travaillé à avoir conscience de mes privilèges. Je trouve ça très important. Est-ce que tu peux développer? Qui qu'on soit, on a toujours plus de chance qu'un autre. Et ça veut pas dire faire la carpette de dire qu'on a conscience de ses privilèges. Je pense que c'est très important d'évoluer et de se construire et de grandir dans le monde. Voilà, par exemple, moi je sais que j'aurais toujours plus de chances de me faire agresser qu'un homme, peu importe où je suis dans le monde. Bon, par contre, je sais que j'aurais toujours plus de chances d'avoir du travail qu'une femme qui est née en France qui s'appelle Fatoumata. Voilà. Et voilà, donc c'est-à-dire que je réfléchis souvent à l'échelle en fonction de ma sexualité, en fonction de ma couleur de peau, en fonction du nom que j'ai eu à la naissance, en fonction du bagage que j'ai culturel, d'éducation. Voilà, j'ai forcément moins de chance qu'une Blair Waldorf dans Gossip Girl, mais plus de chance que j'essaie de trouver quelqu'un d'autre. Les anonymes justement, les inconnus, ceux exactement, qui parce que le plafond est trop Mamadou Gassama avant qu'on connaisse son nom. Voilà, donc je pense que c'est important. Je pense que c'est comme ça aussi il y a une humilité à avoir envers les choses. Moi, je m'exprime pas quand je suis allée voir, par exemple, le documentaire d'Amandine Gay, Ouvrir la voie en projection. Tu fermes ta gueule, en fait. Toi, Léa Fredval, tu fermes ta gueule parce que t'es là pour écouter des problématiques qui ne sont pas les tiennes, mais il y en a qui paraissent proches des tiennes, mais en même temps non. Et effectivement, moi, le racisme, je l'expliquerai différemment à mes enfants, mais pas pour les protéger. Je l'expliquerai à mes enfants sûrement pour leur dire que ça existe, pour leur dire de ne pas être ceux qui seront racistes et qui auront des comportements discriminants, mais je leur parlerai pas en leur disant vous serez victime de ça, vous serez victime d'autre chose, peut-être. Voilà, donc c'est toujours se rendre compte de où on est dans la société en fonction de... Et ça veut pas dire avoir honte de qui on est. J'y peux rien si je suis blanche et que je m'appelle Léa. Ça, c'est pas de ma faute. Après, par contre, c'est ma responsabilité d'en faire quelque chose de bien, de ce privilège que j'ai à la naissance, et de ne pas écraser les autres avec ce privilège qui n'est pas de mon ressort. Mais tu vois, tu as très bien résumé la croisée des luttes. C'est exactement ça, c'est de ne pas se flageller de ce qu'on est et de s'excuser pour sa place dans la société, et en même temps avoir conscience de sa place dans la société en relatif par rapport à celle des autres. Et quand donc on vient défendre une cause ou une injustice, une inégalité, que ce soit pas en compétition, en concurrence avec une autre, mais justement en prenant tout en compte. Mais c'est pareil pour la jeunesse. Quand j'ai des gens qui me disent vous faites du misérabilisme, non en fait, parce que j'ai conscience que on reste quand même dans la 5e puissance mondiale et que même moi, dans ma position de jeune, il y a 4 ans, précaire, etc., encore une fois, j'ai 1000 fois plus de chances de trouver un emploi ou un logement que quelqu'un qui a grandi au Blanc-Ménil dans une tour et dont l'adresse correspond pas à ce qui est attendu ou ce qui est désiré par la société. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas de problématique. Donc voilà, juste replacer les choses. Et c'est pas parce que je suis née entre guillemets du bon côté que c'est normal d'accepter tout le reste.
Donc, voilà. Je suis pas vraiment d'accord avec l'accusation de misérabilisme, moi qui ai lu 80% de ton livre du coup. Moi non plus. Mais ces gens-là n'avaient pas lu le livre quand c'est ça qui est très intéressant dans les médias. D'accord. Parce que tu parles pas tellement, en fait, tu parles beaucoup d'argent, etc., mais tu parles plus de manque d'espoir, de manque de perspective, de considération. Ouais, c'est ça, de respect, de tout ça. Et c'est surtout le manque d'espoir qui me frappe et qui me parle, en fait, parce que moi, je suis encore plus privilégiée que toi, parce que, alors je viens pour le coup, je viens pas de Paris, moi, je viens de la campagne profonde et mon parcours est celui à la croisée entre la chance et le miracle. Mais en revanche, moi, j'ai pas eu besoin de travailler pendant mes études puisque j'étais pas à Paris, parce que mes parents, à ce moment-là, avaient suffisamment progressé dans leur carrière pour pouvoir me payer un loyer, etc. Donc, j'ai pas connu les 1000 milliards de petits boulots et le manque de considération que toi, t'as vécu. Donc, je vais me considérer comme vraiment privilégiée par rapport à toi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je partage totalement le manque d'espoir dans l'avenir et le monde dont on hérite et que les autres ont cassé, qui nous file en mauvais état en disant on vous l'empruntez à vos enfants, vous avez vu dans quel état vous nous l'avez rendu. Ouais. Vous parlez d'un emprunt, merci de payer la caution. Donc c'est plutôt ça, et en soi c'est pas du tout misérabiliste, c'est plutôt de nous placer tous et toutes face à cette responsabilité qu'on devrait partager et qu'on ne devrait pas refiler à la génération suivante en le plaçant sur leurs épaules en disant en fait c'est comme si c'était notre faute et on aura la première génération a toujours moins bien que nos parents. On aura notre reproche aussi Mais c'est certain, le fait de ne pas réagir assez, le fait de tu l'as dit, on est une jeunesse qui est multiple, qui est diverse, et il y a un pan de cette jeunesse qui s'engage et qui décide à ne pas accepter cette situation, et il y a un pan de cette jeunesse qui de toute façon galérera beaucoup trop pour faire autre chose que survivre, et on peut pas leur en tenir rigueur. Donc bref, merci beaucoup pour cette voix en fait qui vraiment très loin justement du misérabilisme et du oh là là on paye trop d'impôts en France et on n'a pas assez de perspectives. Enfin c'est pas du tout le discours que tu tiens. Non, du tout. C'est rafraîchissant. On va arriver sur les questions de la fin de l'entretien. Le pire conseil qu'on t'ait donné? J'ai mis ça? Non, tu l'as pas mis. Ah merde. Le pire conseil qu'on m'ait donné. Tu devrais moins parler. Mais j'y ai longtemps cru, hein. Ouais, je parlais trop. Paradoxal. Ouais, on m'a toujours dit que j'étais trop bavarde, trop. Quand j'étais petite, ça, ma grand-mère me le reproche encore. Elle n'entendra pas ce podcast, donc je peux le dire. Quand j'étais petite. J'avais 4 ans. Non, mais elle me le rappelle souvent. Hein, ça l'a mis mal. Hein. Au resto, je me levais et j'allais voir les autres gens à table. Et je m'asseyais à côté d'eux. Et toi, tu manges quoi? Toi, tu bois quoi? T'aimes bien? T'es sûr c'est saignant? Et je faisais la discussion avec tout le resto. Tu t'intéressais aux autres? En tout cas, je me déplaçais et j'allais voir et j'allais parler. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Mais les gens étaient en alu, donc il y en a qui étaient un peu énervés parce que je cassais des ambiances. Il y en a qui étaient amusés, machin. Et donc mes parents trouvaient ça marrant, mes grands-parents un peu moins, je crois. Old school un peu, tu vois, genre les enfants assis, voilà. Mais c'est vrai que c'est le contact et les gens, c'est quand même le meilleur truc qui existe, et c'est comme ça. Et encore une fois, je pense que c'est exactement c'est comme ça qu'on apprend qu'on comprend qui on est ou qui on veut devenir. C'est en regardant ce qui se passe de l'autre côté, la curiosité. Moi, là, en ce moment, ce qui me rend dingue, pardon, je digresse, mais ce qui me rend dingue, c'est les petits trucs que les gens font en oubliant que le monde existe. Je donne un exemple. Hier, j'étais au cinéma et il y avait une petite fille à côté de moi qui tapait contre le siège tout le long, donc forcément contre toute la rangée, et sa mère à côté qui était sur son téléphone, luminosité au max. C'est con, hein, mais moi, ça me flingue un film. Ou dans le métro, ça on le sait tous, les gens qui montent alors que t'es pas encore descendu. Enfin, tous ces petits trucs où t'es là, mais pourquoi moi j'y pense? Pourquoi moi je fais attention dès que je reçois un texto, je suis dans mon sac comme ça, toute cachée, dans le cinéma, regardez la luminosité, je fais hyper... Et c'est des trucs comme ça où les gens, les autres, ton espace vital et le monde, c'est important. Et faire attention aux gens, faire attention aux stagiaires, faire attention aux figurants quand on est sur un film, quand on est réalisatrice d'un film, faire attention aux gens qui
t'accueille dans un espace, dire bonjour et dire au revoir, dire merci, on t'accueille, on te propose un café, on te machin. Les gens, c'est important. Et bien traiter les gens, qui que tu sois, faire attention, faire putain d'attention, quoi. C'est quand même pas très difficile quand tu quittes un espace de dire au revoir, de dire merci. C'est pas très dur de me mettre sur vibreur quand t'es dans un espace où il y a d'autres gens, de baisser d'un ton quand t'es dans le bus. Enfin, c'est les gens. Donc, être en contact avec les gens correctement, dans le respect, faire attention aux autres, parce que c'est comme ça qu'on fait attention à soi-même. J'en suis convaincue. C'est pas si difficile de faire attention aux autres et je pense que c'est ce qui va nous sauver tous et toutes en tant que société. Je suis complètement d'accord. C'est comme ça qu'on va construire notre force collective. Bien sûr. C'est très paradoxal de t'avoir donné comme pire conseil, que le pire conseil qu'on t'ait donné ce soit de parler moins alors que t'avais tellement de choses à dire. Tellement. C'est pas fini. Donc merci beaucoup pour ce livre, merci pour ce film que j'ai hâte de voir, mais j'ai toute confiance en Lucie Cosmala qui ne m'en a dit que du bien. Trop bien. Et tu es la bienvenue sur Mademoiselle quand tu veux. Merci beaucoup. Je racontais en off avant qu'on commence que je me suis totalement souvenue de toi quand j'ai fait ces recherches pour le podcast et que j'ai vu que effectivement c'était il y a 4 ans je pense que tu as sorti le livre et on t'a raté sur Mademoiselle alors que c'est toi. Tu fais partie de Mademoiselle, cette voix, tout ce que tu avais à dire, tout ça, c'est nous, c'est notre sujet. Donc je suis ravie qu'on ait pu réparer. Eh ben, plus de livres, plus de films is coming. Excellent. Trop bien. Reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci Clémence. Sois gentille, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.